vous préférez le laisser tel quel? Alors, je vais laisser Michel Gauthier commencer par répondre, parce que nous n'avons pas forcément la même opinion. Mais ce n'est pas une question d'antagonisme, c'est simplement qu'on ne se situe pas à la même position. Mais je vais laisser peut-être d'abord Michel Gauthier donner son point de vue sur la question. Oui, d'une part, pour dire que le film La Symphonie printanière, s'il s'appelle La Symphonie printanière, d'ailleurs, c'est parce qu'il travaille sur un tableau fini qui s'appelait La Symphonie printanière, et au fond, c'est une espèce de making-of un peu fantasmatique, imaginaire, et du tableau qu'est la symphonie printanière. Mais en soi, cette ciné-peinture, elle n'est pas vraiment représentative de ce qui fait la veine musicaliste. Si on voulait montrer Valency dans sa veine musicaliste la plus pure, on ne choisirait pas à supposer que le musicalisme puisse être pur, ce qu'il n'est pas, mais on ne montrerait pas ça, mais d'autres toiles. Mais certaines toiles, comme celle, la verte ou la rose qu'on montre. Après, sur la question du son, il est sûr et il est avéré que Valency voulait effectivement que son film soit accompagné d'une musique. Simplement, on en avait discuté, à partir du moment où cette musique, on l'a pas, n'existe pas, il nous apparaissait, nous, problématique d'un point de vue historique que de décider qu'une musique réalisée ensuite puisse accompagner ces images. Hein. On essaye d'être... alors souvent, quand on parle de musée, d'université, on se gargarise peut-être trop souvent du mot scientifique, je ne sais pas toujours ce que ça veut dire, mais enfin bon, quand même, on essaye d'être un peu rigoureux, et à partir du moment où on n'avait pas la musique validée par Valency, il nous semblait extrêmement problématique que de le montrer avec une musique qui n'avait pas validé. Et moi, non seulement je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ne suis pas d'accord avec Valency. Je pense que c'est mieux de toute façon comme ça. Mais bon, voilà quoi. Mais pardon, tu veux dire ajouter quelque chose? Pour compléter, Arnaud Pierre. Arnaud Pierre, pardon. Il n'a jamais travaillé comme Fischinger, par exemple, hein, qui lui part vraiment d'une pièce musicale et réalise une animation qui va vraiment coller au déroulement de la musique, mais à la note près, hein, comme Allegretto, bien entendu. C'est pas non plus, il ne travaille pas non plus comme son ami Blangati, hein, l'autre grand comme ça du musicalisme, qui réalise à la fin des années 30 un film qui s'appelle Chromophonie et qui est là aussi calqué très très exactement sur le déroulement d'une musique. Et en fait, il y a une ligne de partage dans toute l'histoire de ce qu'on pourrait appeler la musique des couleurs, entre justement l'œuvre synesthésique, mais dans le sens presque technique du terme, où donc les formes le déroulement des formes va être associé au déroulement du son, et puis une autre tradition muette, en fait, hein, très clairement muette, et ça commence en fait, c'est ambigu dès le départ avec le père Castel, qui au milieu du XVIIIe siècle propose comme ça une première théorie, en fait, une première théorie, même sans doute peut-être la première réalisation d'une espèce d'orgue à couleurs, hein, en plein milieu du XVIIIe siècle. Le père Castel, c'est un grand spécialiste d'optique de son temps, il s'intéressait donc à l'optique des couleurs également, et le schéma de l'orgue à couleurs qu'il donne, on ne comprend pas bien finalement s'il devait accompagner de la musique ou s'il devait proposer déjà une espèce de musique des couleurs autosuffisante. Et ensuite, quand la question ressurgit, notamment à la fin du XIXe siècle, avec le progrès des technologies électriques, et où on revoit surgir comme ça toutes ces expériences d'orgue à couleurs, et ben on a le même partage entre ceux qui vont vouloir accompagner comme ça les projections lumineuses de musique, ou accompagner la musique de projections lumineuses, comme Blangati, hein, par exemple, et ceux qui vont, au contraire, comme un Thomas Wilfred, par exemple, considérer que la musique des couleurs, voilà, se suffit complètement à elle-même. Hein. Et Thomas Wilfred
Wilfred aux États-Unis, donc dès les années au début des années 1920, réalise des spectacles entiers comme ça, hein, de projections colorées un peu évanescentes qui peuvent durer d'ailleurs très très longtemps. Hein, et c'est une carrière en plus assez longue que celle de Thomas Wilfred. Dans les années 60, il réalise un film qui dure même plusieurs jours en fait. Hein, c'est assez extraordinaire et sans musique du tout. Hein. Donc en fait c'est l'idée que le déroulement de la musique est assez suggestif par le rythme, par les variations de la composition pour être sa propre musique en quelque sorte, hein. mais provoquer de véritables émotions musicales chez celui qui regarde en fait, hein, malgré tout. Il s'agit bien de musique au fond, hein, de musicalisation de musicalisation du spectateur en fait, par cette mise en mouvement et cette mise en mouvement temporelle comme ça des formes et des couleurs. Alors, en tant que président de l'association des ayants droit, je suis évidemment sensible aux arguments de Michel, qui est de respecter intégralement l'œuvre dans son intégrité, telle qu'elle a existé, par les événements du fait que Valancier est mort avant d'avoir pu aller plus loin dans cette démarche. Lui-même disait que le film se suffisait à lui-même, mais qu'il comprenait que dans des projections pour un grand public, le public précisément pouvait se lasser et ne pas avoir la concentration nécessaire pour garder son attention pendant les 30 minutes du film. C'était essentiellement dans ce but didactique qu'il avait admis, entre cette forme de compromis, dans son principe en tout cas, puisqu'il ne l'a pas fait, d'un accompagnement musical, et qu'il recherchait précisément avec Jean Viennet. On a juste un témoignage d'une personne sur le fait qu'il avait travaillé avec Jean Viennet. Mais on n'a pas plus d'informations à ce stade. Moi, je pense qu'on pourrait quand même se permettre de tenter des expériences d'interprétation et d'ajout sur le film qui serait par principe une dénaturation de la pureté du film, mais qui permettrait quand même peut-être d'apporter une forme, une sensation supplémentaire. C'est peut-être plus par volonté de ne pas nous interdire quelque chose que j'ai quand même envie qu'on silence, vous voyez. Mais c'est ouvert, on n'a pas commencé, on a fait des essais. Pour l'instant, on en reste à la situation actuelle. C'est un sujet de discussion. On en a encore parlé hier soir avec un compositeur qui verrait même une musique automatique calée sur les images. Donc ce seraient les images qui commanderaient l'instrumentation électronique derrière. Donc, vous voyez qu'on peut imaginer aussi bien du subjectif que du factuel. Alors je ne réponds évidemment pas à la totalité de la question, mais vous voyez que c'est un sujet qui lui-même est potentiellement un travail de recherche. Et Philippe, ici, a déjà contacté des compositeurs. On n'a pas vraiment abouti parce que, en fait, le concept même n'est pas complètement clarifié, ne serait-ce que pour nous. Donc, je suis Peter Reed, universitaire britannique. Donc, j'ai été épaté par les planches extraites du film que vous nous avez montré. Je trouve ça très beau et magnifique. Et j'admire la détermination de Valancier de mener à sa conclusion ce beau projet de film. Il y a eu d'autres artistes, comme Survage par exemple, qui ont voulu, que Valancier a dû connaître, qui auraient voulu réaliser un tel film et qui n'ont pas pu arriver à la destination qu'ils avaient prévue. J'aurais peut-être deux questions. Comme Valancier travaille dans le musicalisme, j'aimerais savoir s'il fréquentait des musiciens, s'il connaissait Varèse et d'autres compositeurs de son époque. Et puis, j'ai été frappé par le fait que vous avez dit que les archives de la section d'or ont tragiquement disparu pendant l'occupation. Et je me demandais si, avec votre livre, pour réaliser cet entretien avec Valancier, vous avez pu vous appuyer sur des documents. Je sais qu'il y a des lettres de Valancier dans des collections publiques, à la BNF par exemple,
Mais s'il vous reste quand même, en dépit des dégâts de l'histoire, une part des archives d'Henri Valency. Alors oui, bien sûr, il nous en reste heureusement, ne serait-ce que tout ce qui date d'après cette période.